Alors, prise 2, on essaie de voir si ça fonctionne. Je suis désolé, ça marchait comme d'habitude avant et maintenant que je suis en direct, ça ne fonctionne pas. Bon. Euh, mais le but premier, c'est que vu que c'est un live d'échange, de discussion, si ça ne fonctionne pas, c'est un peu plate. Donc, j'essaie de regarder. Comme d'habitude, j'essaie de faire un nouveau test, voir. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, prise 2, on essaie de voir si ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. Bon, d'où l'importance de brancher son micro avant toute chose, sinon on a un petit problème. Alors, on efface, on recommence et je vais essayer de revenir vers vous pour tout simplement vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire et aviser au fur et à mesure. Le but, c'est d'avoir une interface, on va dire, d'échange et de discussion. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans les commentaires. Soit j'ai le temps de le faire aujourd'hui, d'apporter une réflexion ou une réponse, soit je vais le faire dans les prochains lives, puisque c'est le but d'avoir des réflexions ou des discussions en lien avec des thématiques qui vous intéressent, et bien évidemment qui sont en rapport avec ce que j'ai à offrir. Donc voilà, si vous me parlez de choses dont ce n'est absolument pas mon domaine, on risque d'avoir un petit problème. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas trop ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire, ça va être, alors je dis très simple, mais en fait pas nécessairement, parce que le but ça va être de réfléchir, d'expérimenter des choses et de voir tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme expérience intéressante à mettre en place, et surtout qu'est-ce que ça vous amène à vous au quotidien pour améliorer celui-ci ou pour simplement tester de nouvelles affaires en rapport avec, je ne sais pas moi, la curiosité, par exemple. Donc, j'ai des questions déjà en avance, parce qu'on me les a déjà posées par écrit, donc soit à travers mon blog, soit à travers donc, mon site, ou tout simplement sur Facebook ou Instagram. L'idée première, ça reste de toujours essayer d'amener quelque chose, on va dire, de ludique. Il faut que ce soit facilement alors, compréhensible, je mettrai un bémol dessus parce qu'on va voir que des fois c'est un petit peu traître, parce que des fois la réflexion peut aller très très loin. Mais on va voir aussi que le but de la réflexion aussi, c'est de faire en sorte qu'elle soit constructive et non pas uniquement limitante et perturbante. Pourquoi réfléchir, analyser, on sait le faire, il n'y a pas de problème. Tout le monde est plus ou moins par quelque chose, mais c'est sûr que on a la difficulté. Alors, salut Brigitte. Alors, oui, bonjour, effectivement. Pour ceux qui viennent d'arriver tout de suite, c'est simplement que je suis en prise 2 en fait, du live. Il a raté et je suis reparti dans une nouvelle dynamique. Je devais commencer à midi, mais finalement, on ne m'entendait pas. Donc, bonjour pour ceux qui m'ont rejoint entre-temps. Bonjour, bonjour pour tous ceux qui vont venir après coup aussi. N'hésitez pas à interagir avec moi, même si je ne vois pas tout de suite votre interaction, j'essaie de faire en sorte de la relever, mais ne m'en voulez pas si je suis un petit peu parti, on va dire, dans mon expérience. Donc comme je le disais, le but premier, c'est d'expérimenter des choses. Je ne suis pas là pour vous donner, on va dire, un cours de méditation 101, c'est pas le but. Il y en a déjà des millions qui existent sur le web, donc je ne trouve pas l'intérêt là-dedans. Si vous voulez une introduction, j'ai un cours complet là-dessus qui est disponible bientôt. En interaction, je ne fais pas de choses, on va dire, préfaites, on va dire préenregistrées, parce que c'est pas du tout ma façon d'être. Et c'est pas que je déteste ça, mais j'ai une préférence, on va dire, pour l'interaction directe. Si vous avez des questions, je préfère y répondre en temps réel pendant que vous êtes en train d'expérimenter. Plutôt que de le faire chez vous, vous me questionnez, c'est pas vraiment la mise en situation, j'ai pas le contexte, donc ça va être difficile de trouver des réponses adaptées. C'est pour ça que je focalise plus sur effectivement le présentiel, mais le présentiel fait que en ce moment ça devient vite compliqué. Donc, j'ai quelques questions d'avance et je vais essayer de me baser sur ça pour aujourd'hui. Puis si vous en avez entre-temps, n'hésitez pas. Et si ça fit, on va dire, avec les thématiques du jour,
ben, ça va être parfait puisqu'on va pouvoir s'amuser. Le but, c'est de pas que vous restiez 1 heure éventuellement sur la durée de la vidéo, quoique ça serait intéressant, mais c'est surtout que à terme, je puisse avoir un timecode qui permette de me dire là on parle de ça, là on parle sur ça, et là on parle de ça. Ça sera sur la version YouTube de cette vidéo. Pour les autres, on va s'amuser à commencer tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que nous vivons en ce moment, si ce n'est, on va dire, de grandes difficultés, de grands questionnements? Nous ne savons pour la plupart plus vraiment trop quoi faire, en fait, dans le contexte actuel. Non pas vis-à-vis, on va dire, de quelque chose à faire sur l'extérieur au quotidien, mais avec nous-mêmes. On se retrouve à, dépendamment de là où vous êtes situé dans votre période de confinement, on va dire, pour certains, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont confinés, et donc la partie ménage, la partie triage, la partie entretien et de certaines actions de l'intérieur ont été faites depuis très très longtemps, voire peut-être même déjà refaites aussi. Et on se retrouve confronté à une forme de vide qui est présent et qui fait que qu'est-ce qu'on fait? Et là, du coup, le mental embarque et on commence à se poser une quantité de questions pharaoniques et qu'est-ce qui va en découler de ça? Alors c'est là où on se retrouve en confrontation directe avec notre propre mental, notre propre intériorité, dans le sens où, oui, on a un mental, oui, on a de la pensée, oui, on a de la réflexion, mais comment est-ce qu'on peut s'en servir pour que ce soit utile, déjà, constructif, et que ça nous permette d'amener à quelque chose qui soit utilisable dans notre quotidien? Alors oui pour maintenant, mais évidemment pour après, n'importe quand. La pensée en elle-même est toujours très intéressante. Le mental en lui-même, c'est un fonctionnement qui va nous permettre, c'est un outil qui va nous permettre de faire de l'analyse, tout simplement. Mais si je lui donne rien d'intéressant à manger, entre guillemets, pour faire en sorte de construire un quotidien intéressant, je vais lui donner une mauvaise alimentation et donc je vais avoir une mauvaise réflexion avec de mauvaises pensées et donc avec de mauvaises utilisations de celles-ci par la suite. Ce qui est un peu dommage puisque on n'est pas dans une période dite normale de capacité de confrontation. C'est-à-dire que le but de notre réflexion, c'est de pouvoir être confronté au monde extérieur aussi, à d'autres personnes, à d'autres idées, à d'autres croyances, à d'autres dynamiques, à d'autres expériences pour justement apprendre. C'est-à-dire changer ce qui a besoin d'évoluer, se remettre en question sur des idées qui ne sont pas forcément justes ou correctes, et relativiser certaines choses que l'on pensait évidentes et qui ne le sont peut-être pas nécessairement. Là, on est limité à l'interaction avec les gens qui sont proches de nous, chez nous par exemple, ou qu'on peut avoir comme par exemple là, en discussion virtuelle. Le but de la pensée, ça reste quand même d'élever l'humain vers quelque chose d'un petit peu plus libre, on va dire. En aucun cas, elle est censée nous enfermer dans de multiples croyances et dans de multiples limitations. Et c'est là où on va commencer à avoir chacun nos propres dérèglements intérieurs. L'idée, c'est prendre le temps de voir la nature de chacune de nos pensées. C'est-à-dire, pour faire simple, je vais commencer avec une question. Combien de temps par jour passons-nous, ou passez-vous par exemple, à observer la dynamique de vos pensées? Vos pensées, tout simplement, ont une vie, une durée de vie en fait. Elles apparaissent, elles popent dans certaines circonstances, elles se développent, puis elles évoluent ou elles meurent d'une certaine manière, soit parce qu'elles n'ont pas de suite, soit au contraire parce qu'elles ont une réponse ou une interrogation qui leur permet d'être entretenue et de nourrir autre chose. Donc, si vous avez une question qui pop dans la journée, à un moment, combien de temps vous vous accordez pour y répondre? Si vous avez une pensée, est-ce que vous avez pris du temps pour l'observer, voir sa dynamique, voir son contenu aussi? Alors oui, c'est un exercice de méditation à la base, mais avant même d'aller là-dedans, c'est simplement de se dire combien de temps je passe par jour avec mes propres pensées, à observer mes propres pensées. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien ou pas du tout?
Est-ce que je suis toujours en mode production? C'est-à-dire que dès que j'arrive le matin, je suis hop, ça pense dans tous les sens, ça part dans tout un tas de réflexions, ça part dans tout un tas d'analyses, sans queue ni tête, ça part dans tous les sens absolument. Et puis au bout d'un moment, je m'épuise tout seul quasiment à penser à tout un tas de trucs qui ont aucun rapport avec ma réalité. C'est juste des au cas où, et si, éventuellement. Et alors, soit on tombe dans le futur, soit on tombe dans le passé après, puisque c'est soit on fait de la rumination avec des regrets, et si j'avais fait ci, ou au contraire, et si je faisais ça, là on est dans le futur. Et en fait, dans tous les cas de figure, la pensée va avoir une problématique, c'est qu'elle a une notion au temps qui est très particulière. Soit elle est hier, donc là on est dans la mémoire, soit on est dans l'avenir, et là on est dans l'imaginaire. Et le problème de la pensée, c'est qu'elle ne peut pas être maintenant, par définition. Si vous pensez à maintenant, ça n'est pas le maintenant, parce que le maintenant est une expérience. L'expérience du maintenant ne peut être que ressentie, il ne peut pas être analysé. Ce que vous allez analyser, c'est la mémoire d'un instant passé, c'est-à-dire ce que vous allez ressentir. Si je vous dis, par exemple, ressentez la sensation de vos pieds, tout de suite là maintenant. Prenez la sensation de vos pieds. L'un ou l'autre, peu importe, voire les deux si vous voulez. Maintenant, je vous dis qu'est-ce que vous sentez au niveau de vos pieds. Le premier réflexe, ça va être d'utiliser la mémoire qu'on avait de la sensation qu'on vient d'explorer là. Mais c'est ce qu'on a exploré il y a une minute, c'est pas ce qui est là maintenant tout de suite. Dès que vous êtes dans l'expérience du maintenant, en fait, dans ce qu'on appelle le ici et maintenant, on n'est pas dans la mémoire, on est dans l'expérience pure tout de suite, on est dans la sensation. Et bizarrement, quand on est dans la sensation, la pensée n'a pas sa place. Non pas qu'on ne la veut pas, mais le fait de mettre notre attention là-dessus fait en sorte qu'on ne met pas notre attention sur la pensée. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude de beaucoup trop penser, et de manière inutile, on s'entend, parce que penser, ça a quand même ses avantages à certains moments, encore faut-il que ce soit des moments choisis et pour des thématiques intéressantes et utiles. Penser pour penser à des trucs qui sont strictement inutiles, qui au contraire sont plutôt perturbants, voire réducteurs, voire à la limite agressants pour soi-même, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est dans ces moments-là qu'on va être obligé, on va dire, de mieux utiliser son temps quotidien. Est-ce que dans ce que je suis en train de faire, j'ai besoin de ma pensée, j'ai besoin de réfléchir? Ou est-ce que dans ce que je suis en train de faire, j'ai juste besoin de faire, de profiter de cette expérience? Les artistes vont pouvoir avoir des exemples à l'appel, parce que quand ils sont en train de dessiner ou quand ils sont en train de peindre, ils ne sont pas occupés à réfléchir à autre chose. Ou des fois, c'est un parallèle, c'est-à-dire qu'ils vont penser à quelque chose, ils vont le mettre en pratique, puis ils vont repenser à quelque chose. Donc c'est un aller-retour à chaque fois. Mais quand on fait ça tout le temps, c'est extrêmement énergivore, dans le sens où c'est un espèce de yo-yo mental qui occupe beaucoup de ressources. Et on n'en a pas besoin. C'est très souvent parce qu'on a un besoin de comparaison, de jugement, bien sûr, et d'une forme d'autocritique aussi. On n'a pas la capacité de se laisser aller dans un élan de spontanéité à faire quelque chose qui, a priori, pour l'instant, nous allume et nous permet de générer une certaine forme de sensation particulière. Alors en général, c'est un bien-être, mais bon, ça va dépendre des gens. Donc, c'est sûr que la première partie serait intéressant de mettre plus d'emphase sur le corps. Alors, dépendamment de là où on est, de nos habitudes, de notre éducation, le corps a toujours une tendance à être considéré comme un petit peu second degré, second plan, parce que c'est pas quelque chose de pur en tant que tel. L'esprit est censé être la partie la plus noble de l'humain et ce qu'il faut élever à tout prix. Sauf que là, ça dépend de certaines traditions, ça dépend de bien des facteurs et de bien des cultures. C'est pas une obligation absolue. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de prendre conscience que aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'être humain, un corps, mais aussi un mental, avec des émotions, avec un esprit qui va au-dessus, on va dire, c'est un aspect, on va dire, global, une forme d'énergie aussi. Alors,
Quand on parle d'énergie, c'est quelque chose d'extrêmement basique. C'est une dynamique, si vous préférez. Toute forme de vie et tout ce qui a besoin d'un mouvement pour être nécessite une forme d'énergie. Donc on peut l'avoir électrique, mécanique, fluide, enfin on peut avoir tout un tas de choses. Nous, on va l'appeler de différentes manières. Pour les Chinois, c'est le Qi, pour les Hindous, c'est le Prana. Il y a plein de versions différentes. Mais l'idée première, c'est cette fluidité, cette dynamique qui est en arrière-plan et qui nous permet d'avoir cette énergie. Et c'est ça qui est intéressant parce que même si on n'est pas très adepte de l'énergie en tant que telle, bizarrement, ça fait quand même partie de notre quotidien, de notre langage quotidien avec le fameux « quand je me lève aujourd'hui, j'ai vraiment pas d'énergie ». Donc, j'ai vraiment pas de ressources, j'ai vraiment pas de dynamique aujourd'hui. Et donc, c'est sur ça qu'on va aller jouer. Donc, tous ces domaines-là, toutes ces sphères-là nous permettent d'avoir une idée ou une impression générale de notre état du moment. Et ce n'est pas uniquement une pensée. Le but, c'est de se rappeler que aussi une pensée est nourrie par quoi? Qu'est-ce qui alimente la pensée? Ce qui alimente la pensée, c'est les sensations, en premier lieu. Plus j'expérimente de choses, plus j'ai d'expérience et plus ça vient nourrir mon mental qui va avoir de quoi construire par-dessus. Moins j'apporte, on va dire, de matière à cette dynamique-là, et plus je vais avoir de difficultés à construire de nouvelles choses en lien avec la réalité, puisque sinon, ça va être passé sur la sphère de l'imaginaire. Et là, ça, c'est moins bon, parce que on va commencer à générer la première fracture, on le voit en méditation aussi, entre c'est quoi la réalité, donc la façon dont je me confronte à la réalité, et la problématique que la plupart des gens ont aujourd'hui, l'idée que l'on se fait de la réalité. Ce qui n'est pas la même chose, c'est parce qu'en général, on va construire notre façon d'être et notre façon de réagir en fonction de l'idée qu'on se fait de la réalité plutôt que de la réalité elle-même. Ce qui fait que tant qu'on reste dans le monde de nos idées, ça marche. Tant qu'on n'est pas confronté à quelqu'un ou à quelque chose qui vient contrebalancer ça, parce qu'on vient forcément se confronter à la réalité. Et là, la réalité, elle réapparaît de toute sa splendeur et elle peut faire mal. Mais ce n'est pas la réalité qui fait mal, c'est la confrontation que l'on a avec soi-même, avec la dynamique qu'on a mis en place pour s'éloigner de la réalité. Parce qu'on l'a considérée peut-être comme trop brute, trop dure, trop fade, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc l'idée première, c'est de se dire, ok, la réalité c'est quoi? C'est quoi qui est là en ce moment? Que ce soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait que telle expérience ou telle situation mérite que je m'y attarde et d'autres, non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça ne m'intéresse pas parce que je suis réellement pas concerné? Puis bon, ben là, je ne suis pas concerné du tout. Ou est-ce qu'alors je suis carrément concerné, mais au contraire, ça fait appel à différentes problématiques que je ne peux ou ne veux pas aborder? Et là, ça devient intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, les situations qui me sont offertes par la vie, on va dire, amène toujours à reproduire le même genre de choses. Et à ce moment-là, ça veut dire que, ok, là, je suis toujours en train de reproduire un type de situation, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui me faudrait peut-être allumer dans cette dynamique-là. Ou au contraire, est-ce que je suis disponible pour ce qui se passe et j'apprends au fur et à mesure et je me sors de la plupart des situations que je rencontre parce que j'apprends, je suis disponible. Et en fait, une des astuces va être là. Est-ce que l'on va être capable de se mettre disponible pour ce qui se présente à nous? Ça peut paraître bête comme ça, mais si on prend vraiment le temps, c'est est-ce que toutes les situations que l'on rencontre dans notre quotidien, est-on réellement disponible pour elles? Vous êtes pressé? Bizarrement, c'est quand on est pressé qu'on a le plus de difficultés à être exactement dans ce qu'on voudrait faire. Vous êtes pressé, vous avez une panne de métro. Ah. Et là, en ce moment-là, soit on est accueillant, c'est parce que dans tous les cas, c'est ce qui est là. Donc il y a une panne de métro, vous êtes pressé, ce que vous aviez prévu initialement ne peut pas avoir lieu. Est-ce que la colère, la frustration, la rancœur, l'irritabilité et toutes les dynamiques associées, est-ce que c'est la meilleure des solutions et est-ce que c'est aidant? A priori, non.
Là, l'idée, c'est de se mettre, encore une fois, en mode disponible. Est-ce que je me rends disponible pour la réalité de la situation? Mon transport n'est pas là. Bon, mon transport n'est pas là. Quelle solution annexe j'ai pour pouvoir arriver à ce que je veux faire? Dépendamment de là où on est, de ce qu'on a, il y a plein de possibilités. Mais en fait, l'idée, elle va être là. C'est-à-dire, ok, mon moyen principal n'est pas disponible. Est-ce que j'ai un moyen annexe? Et est-ce que j'en ai d'autres au cas où? Oui ou non? On veut être très pragmatique, on veut être très efficace dans la façon dont on va s'utiliser. Donc on veut être dans le réel. Donc est-ce que j'ai pas de métro? Est-ce que j'ai un taxi de disponible? Non. Ok. Est-ce que j'ai un bus de disponible? Non plus. D'accord. Est-ce que j'ai un vélo de disponible? Non plus. Ok. Donc ça veut dire que toutes les options que j'ai accessibles là ne sont pas disponibles et ne me permettent pas de répondre à mon besoin de base. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse autre chose. Et là, à ce moment-là, c'est simplement se mettre disponible pour cette réalité-là. Tant qu'on va combattre cette réalité-là, en fait, on va passer du temps à dépenser une quantité d'énergie hallucinante et de ressources hallucinantes pour, en fait, rien, parce que dans tous les cas, les faits sont là. Il n'y a pas de solution alternative. Donc c'est là où ça va devenir intéressant. À tous les jours, combien de temps on met en place, combien de temps on utilise des ressources qui n'ont pas lieu d'être pour des problèmes qui n'ont pas lieu d'être en eux-mêmes non plus. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Je me retrouve confronté à des choses que je n'ai pas envie. Est-ce que les fuir est une solution? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a pensé ou voulu observer toutes les alternatives possibles? Est-ce que c'est fait ou pas? Ça va être chacun qui va être de voir. Et le but, c'est de voir aussi toutes les réactions que ça génère. Par quels états je passe au niveau de l'émotion ou des émotions, parce que bien évidemment, il y en a toujours un stock. Des pensées aussi. Vers quoi ça amène? Est-ce qu'il y a une forme d'insécurité? Est-ce qu'il y a une forme d'hyperactivité qui se lance? Qu'est-ce qui se passe? Le jugement, la critique, la comparaison, tout ce qui se manifeste va être une source d'information. Est-ce que j'apprends de la situation? Ou est-ce que je suis tellement focusé dans ce que je veux faire que je n'oublie, je ne prends pas du tout le temps d'intégrer toutes les nouvelles informations qui se présentent à moi? Parce que peut-être que quand on est perdu dans notre tête, parce que bon, je dis quand on est perdu dans le sens général, mais en même temps, ça m'arrive vraiment plus ce genre de choses, donc c'est un travail qui est important de se rendre quotidien, parce que, bon, le métro, je le prends régulièrement, pas de problème. Quand le métro est en panne, le métro est en panne. Je m'organise toujours pour faire en sorte que dans tous les cas, soit j'ai une marge en termes de temps, soit le métro est en panne, le métro est en panne, c'est pas plus grave que ça. Parce que j'ai organisé mes à côté toujours d'une manière préventive déjà, et ensuite fonctionnelle et utile. Est-ce que j'ai un plan B au cas où? Sinon, au pire, d'entrée de jeu, j'écris ou je contacte les gens avec qui je devais avoir un rendez-vous, je leur annonce clairement qu'est-ce qui se passe. Et on trouve toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour absolument tout. La plupart des problématiques sont des problématiques qu'on se gère soi-même, déjà, qu'on se génère soi-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien pour faire en sorte d'éviter de se générer ce type de problème-là? On a quand même, alors ça dépend des gens, mais on a quand même une faculté hallucinante pour se générer des problèmes là où il n'y en a pas, pour se générer du stress là où il n'y en a pas, et pour activer l'anxiété là où il n'y a absolument pas besoin qu'elle soit présente. Et c'est ça qui va devenir très intéressant. Est-ce que je peux vivre la même situation, mais d'une manière un peu plus sereine, un petit peu plus calme et un peu plus ludique? C'est-à-dire, est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Donc c'est sûr que toutes les situations qui vont être les plus stressantes, la plupart des maîtres nous le disent en philosophie, c'est le meilleur moment pour apprendre, c'est quand tu n'as pas le temps. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est la meilleure occasion pour justement observer nos réactions. Donc ça veut dire que si on est en mode réaction, c'est un mode automatique qui est en place et donc ça nous coûte de la ressource parce que on n'est pas réellement présent à ce qu'on va dire ou faire. C'est un automatisme. Donc c'est le cerveau reconnaît plus ou moins une situation, même si elle n'est pas totalement identique, il va mettre en place une réponse déjà effectuée par le passé, quitte à ce qu'elle ne corresponde pas réellement à une situation.
Alors bon, pas de bol, de temps en temps, des fois, le temps qu'on se rende compte de la réponse qu'on a émise, on s'aperçoit que, ah merde, ça ne fit pas, ça ne correspond pas du tout. Et au final, le coût de cette réponse automatique va être bien pire que si on avait pris le temps de réfléchir à la base. Pour la bonne et simple raison, c'est que très souvent, on passe plus de temps à essayer de rattraper quelque chose que d'essayer, on va dire, de donner une réponse adaptée à une réelle situation. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. La plupart du temps, j'essaie de faire en sorte, notamment dans les rencontres individuelles, de mettre en place des situations adaptées à chacun. C'est pour ça que je suis toujours contre les problématiques, on va dire, de groupe, dans le sens où tout le monde a un parcours qui lui appartient et qui lui est propre, et qui va être difficilement, on va dire, généralisable. Et c'est ça la problématique. Aujourd'hui, dire que dans tel type de situation, il faut faire comme ça, ouais, ben non, pas nécessairement. Et la plupart du temps, c'est pas du tout même, en fait. Pour la bonne et simple raison, c'est que pour ce qui va être, on va dire, d'agir avec raisonnement, prudence et maturité, mais dans certains cas, non, au contraire, c'est peut-être la spontanéité de la personne qui va faire toute la différence et dans le bon sens. Mais si elle passe du temps à réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde ou deux, c'est peut-être lui laisser la porte au doute, à l'anxiété et à ses vieilles habitudes de réembarquer. Et là, après, on est dans une autre problématique. Parce que finalement, on lui a laissé la porte ouverte à, entre guillemets, ses vieux démons. Donc c'est tout un tas de problématiques comme ça qu'il est parfois dangereux d'embarquer dans une généralité. C'est plus intéressant d'y aller au cas par cas. Donc ça, c'est vraiment important, la notion de comment est-ce que fonctionne ma pensée, comment fonctionne mon mental au quotidien. Comment est-ce que j'agis ou je réagis dans telle situation, dans telle dynamique. C'est intéressant parce que c'est ça qui va nous permettre d'apprendre et de se dire, ok, là je suis dans telle situation. Quand on a une autre situation qui se présente, je me suis familier avec ça. Donc je sais que si je me laisse embarquer, je vais reproduire ça. Mais c'est pas ce que je veux, parce que c'est pas la dynamique, on va dire, optimale. Donc c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est de se dire, ok, quelle est la façon d'être le plus simple, déjà, le plus efficace et le plus rapide pour être bien. C'est la question à $1 million presque. C'est comment je peux répondre à mes besoins. Alors je vais dire fondamentaux, mais c'est un besoin forcément fondamental par définition. Comment je réponds à mes besoins en toutes circonstances et en tout lieu. Ça, c'est fondamentalement la chose qu'il faut garder en tête en tout temps. Et tout ce qui va en découler va permettre d'avoir une meilleure gestion de nos intentions, de nos paroles et de nos actions. Très simple de le dire, à mettre en place plus compliqué, parce que c'est un exercice, on va dire. Et ce type d'exercice-là, c'est pas quand on est en difficulté qu'il faut le mettre en place, c'est à tous les jours. Comme ça, quand on a des difficultés qui se présentent, tout de suite, on est déjà plus familiarisé avec ça. Et donc à ce moment-là, on peut mieux adapter en fait notre façon d'être et de faire avec la circonstance dans laquelle on est confronté, plutôt que d'embarquer et puis de se rendre compte après coup que c'est pas du tout comme ça qu'on devrait réagir, on n'aurait jamais dû dire ça non plus, ou on n'aurait jamais dû faire ça, et du coup le rattrapage va nous coûter, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de ressources, et c'est pas le but. J'aime ça enseigner l'avarice dans le sens gardons nos ressources jusqu'au bout en fait et utilisons-les avec parcimonie pour faire en sorte de ne pas avoir besoin de courir après un rattrapage perpétuel de tout ce qu'on a l'habitude de dire ou de faire au quotidien. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Donc ça, c'est des réflexions de base, en fait, c'est-à-dire comment on fonctionne au quotidien. Mais ces réflexions-là, on ne peut pas les mettre en place quand on est dans une partie déjà un peu compliquée, rushante, dans une situation difficile, entouré avec des personnes qui sont extrêmement demandantes, ça s'y prête pas. C'est pour ça qu'il est important de prendre tous les jours, et je dis bien tous les jours, et même j'ai envie de dire plusieurs fois par jour, du temps de qualité avec soi-même, c'est-à-dire, par exemple, deuxième question, ça pourrait être combien de temps par jour vous prenez pour faire un petit peu le point sur votre ressenti du moment, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Alors vous pouvez très bien être en train de déjeuner, de boire un café, d'être à la toilette, de discuter avec quelqu'un, de jouer à un jeu vidéo, de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Et là, le but, parce que c'est là où il y a le piège,
c'est pas d'avoir une réponse mentale, c'est-à-dire une réponse avec des mots, avec des descriptions de ce qui est en train de se vivre. C'est d'avoir une simple connexion à ce qui est, c'est-à-dire je suis en train de jouer, donc je suis en train d'observer le corps en première partie, dans le sens où je suis en train de ressentir ma posture maintenant, je suis en train de ressentir mon exaltation particulière, ou ma bonne humeur, ou telle émotion, parce que ça va dépendre du contexte dans lequel on est. Pour donner un ordre d'idée, j'ai une console aussi, et ce qui fait que de temps en temps, j'ai certains jeux que je reprends, et de temps en temps, il y a des jeux un petit peu plus intenses que d'autres. Et ce qui fait qu'il y a une côté adrénaline qui embarque, et autant il y a une partie du jeu qui va être extrêmement relax, et puis à ce moment-là, c'est limite on s'ennuie, parce que peut-être qu'on connaît déjà un peu les habitudes de ce type de jeu-là, et autant de temps en temps, il y a un coup de stress qui embarque, et à ce moment-là, on voit tout de suite que, ok, on a des palpitations, on commence à avoir des sueurs, on commence à rejouer un petit peu dans notre posture parce qu'on commence à être un petit peu crispé. On voit que le corps réagit de plein de manières. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est à la limite de mettre pause et de passer du temps à observer ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre une expérience absolument géniale, c'est-à-dire vous êtes en train d'être conscient de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Alors, pour certains, c'est complètement évident, c'est la base de la base, ils connaissent ça depuis toujours. Puis pour d'autres, c'est complètement hallucinant. C'est un monde s'ouvre, se découvre à soi. Et des fois, je ne sais plus trop même comment l'exprimer, ou comment le dire, ou comment le partager. On nous apprend à développer la curiosité du monde extérieur à outrance. Il faut s'intéresser à tout, il faut connaître tout, il faut voir tout, il faut aller partout. Il faut tester tout un tas d'affaires, mais bizarrement, faire exactement la même chose, mais pour notre intériorité, ben là, il n'y a comme plus personne. On nous dit des fois, c'est quoi la méthode? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des process à suivre? Mais en fait, c'est exactement les mêmes. C'est simplement de la curiosité. Si quelque chose attire votre attention à l'intérieur de vous, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, spirituel ou énergétique, est-ce que vous pourriez lui donner autant d'attention que si c'était un nouvel objet, un nouveau jeu, une nouvelle bébelle qu'on a chez nous en tant que telle? Est-ce qu'on pourrait avoir un moyen de trouver un espèce d'équilibre entre ces deux univers-là? Parce que ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste le début. L'idée, c'est de se dire aussi qu'il y a le monde extérieur, il y a notre monde intérieur, puis il y a une liaison entre les deux. C'est-à-dire, il y a la réaction de moi, dans les grandes lignes, à ce que mon extérieur me fait vivre. Et inversement, des fois, ce que je vis fait réagir mon environnement. Donc du coup, on va s'apercevoir que finalement, là où on avait l'habitude de mettre des séparations, certaines formes de clivage, c'est-à-dire il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, puis il y a une espèce d'entre-deux. Non, en fait, c'est une unité, c'est un ensemble. Nous vivons connectés, interconnectés ensemble. Donc c'est normal d'avoir tout un tas de réponses, de stimuli qui vont appartenir à chacun, c'est sûr, mais qui vont générer aussi des états partagés. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Pour tout ce qui va être précision vis-à-vis de ça, on va dire, bon là c'était clairement une partie, on va dire, axée sur les principes de base de la pleine conscience et de la méditation. Les bases de la pratique en elle-même, c'est compliqué de le mettre juste comme ça en interaction. Vous pouvez le trouver sur Internet de bien des façons. Si vous voulez absolument qu'on en parle ensemble, vous avez une introduction qui commence très bientôt. En fait, il y en a même deux qui commencent très bientôt et ça permettra d'avoir une idée sur comment on utilise son corps, comment on perçoit son corps, comment on gère ses pensées, comment on appréhende, on va dire, la dynamique des pensées, les émotions, les intentions, bien évidemment, l'attitude qu'on va avoir avec notre quotidien et notre environnement, et soi-même par la même occasion, et tout un tas d'autres références philosophiques. Donc ça, c'est dans les introductions de la méditation, donc il y en a deux qui s'en viennent prochainement. Si vous voulez tester un petit coup, on va dire, entre-temps, de à quoi ça ressemble, on va dire, une pratique ponctuelle, vous avez aussi des séances ponctuelles qui sont faites régulièrement, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Sinon, après, il y a d'autres ateliers, il y a d'autres conférences qui sont disponibles ponctuellement. Donc ça, il suffit d'aller sur mon site pour voir quels sont les thèmes qui sont proposés. Et sinon, après, vous pouvez toujours m'écrire pour interagir avec soit les anciennes vidéos, soit certains articles, soit pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans mon site, il y a une partie bibliothèque des savoirs, en fait, où j'aborde tout un tas de thématiques particulières. Alors, les textes ne sont pas de moi, puisque là, ça devient une bibliothèque, donc ça devient un recueil. Donc, il y a plein de choses en lien avec la philosophie bouddhiste, la philosophie taoïste, la philosophie zen, en tant que telle. Il y a des vidéos sur la spiritualité, sur l'énergétique. Il y a tout un chapitre, toute une section sur la partie médecine chinoise aussi, le lien entre le corps, la pensée, les émotions, l'environnement. C'est particulièrement pertinent pour apprendre à mieux se connaître aussi. Donc tout ça, c'est sur mon site. Donc vous avez accès à tout là-dessus. Comme d'habitude, je dirais, c'est pas si nouveau que ça. Mais ce que je pourrais faire, moi, dans ces petits lives-là, ça pourrait être intéressant. Et je vous invite toujours à le faire d'une manière répétée, puis répétée, et encore répétée. C'est toujours de donner une attention particulière à votre corps. On est tellement toujours dans sa tête qu'on a perdu le goût de faire des expériences. On est rendu à devoir se faire des expériences, on va dire, à sensations fortes pour se sentir vivre à nouveau, pour se sentir présent à nouveau. Ce qui est un petit peu une aberration en soi, on est vivant de base. Ça me donne le goût de rebondir sur plein de choses, mais c'est sûr que l'idée première, c'est de faire des choses extraordinaires pour se sentir un peu plus que ordinaire. Manque de chance, vous êtes déjà extraordinaire en tant que tel. Est-ce que vous pourriez juste l'expérimenter en fait? C'est ça qui pourrait être intéressant. Est-ce qu'ensuite on pourrait prendre du temps pour discuter ensemble ou simplement échanger sur qu'est-ce qui fait que vous êtes vous en fait? Et là, je ne parle pas du nombre de connaissances que vous avez acquis par vos études ou par votre contexte, on va dire, social ou autre. Mais vous, votre façon d'être, votre façon de voir les choses, de voir le monde, vos impressions, votre expérience. Est-ce qu'on pourrait non pas comparer des choses complètement inutiles, savoir comparer nos cursus d'éducation, en fait, on s'en fout. Mais est-ce que vous pourriez discuter avec des gens et leur dire « Ok, moi, je l'ai vu comme ça, parce que ça, ça, ça. Et toi, tu l'as vécu comment ?» Et trouver des passerelles entre les deux pour essayer d'appréhender. Et quand je dis appréhender, c'est dans le sens pur du terme, c'est-à-dire se familiariser avec la façon dont pense l'autre, dont agit l'autre, dont il utilise ses facultés, dont il croit, tout ce qu'il croit en fait. C'est notre façon fondamentale de fonctionner. Est-ce qu'on peut s'intéresser à ces choses-là plutôt qu'à faire un combat de coq, entre guillemets, sur un fond d'ego démesuré et sur des envies de faire... d'impressionner l'autre sur tout un tas de trucs qui ne servent strictement à rien. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est l'humain. Puis en plus, on est dans une période de notre société où on a tellement évolué vers l'individualisme que là, on se rend compte que finalement, c'est la communauté qui prime et qui est plus intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un moyen de se retrouver ensemble? Alors déjà, avant d'aller dans le ensemble, j'ai envie de dire, est-ce qu'on aurait un moyen de se retrouver soi? Alors ça serait déjà une bonne base, savoir où est-ce qu'on est passé soi-même. Après quoi est-ce qu'on a couru peut-être pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, quelles croyances ont guidé nos vies, quelles illusions, quels objectifs parfois inatteignables par définition ont gouverné nos vies. Et en fait, on s'en rend compte que ces objectifs-là n'étaient pas du tout les nôtres. C'est ceux de nos parents, de nos amis, de notre blonde, de notre chum, de nos enfants, de tout le monde, mais sauf de nous. C'est-à-dire, quand est-ce que c'est la dernière fois où on s'est posé la question du « qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ?» Est-ce que je suis bien là? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Est-ce que je me nourris réellement de ma vie actuelle? Est-ce que... Là, on est dans un questionnement intéressant, puisqu'il vient nourrir le besoin fondamental de tout à l'heure, c'est-à-dire celui d'être bien.
Est-ce que je suis dans quelque chose qui me permet d'être dans un modèle d'appréhension de la vie et d'évolution? Ou au contraire, est-ce que par habitude, et plus le temps passe, plus c'est machinal, plus c'est terne, et plus j'ai une tendance à comme m'éteindre, parce que c'est juste fade, plate, puis c'est la vie. Non, 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 la vie c'est pas ça. La vie c'est tester des choses, c'est découvrir des choses, c'est expérimenter des choses, c'est appréhender le quotidien d'une façon neuve, curieuse, enjouée. Oui, il y a des jours où on n'aura pas la pêche, la patate. Oui, il y a des jours où on n'aura peut-être pas forcément le moral. Mais si je reste, on va dire, objectif vis-à-vis des choses, c'est-à-dire que est-ce que je peux être attentif à ce qui est réellement là? Est-ce que je peux laisser une place pour ce qui est au-delà du jugement, au-delà de la croyance, au-delà de tout un tas de choses qui font que je ternis moi-même mon quotidien alors que le quotidien essaye de par lui-même être quand même cool. Ça devient déjà pas mal intéressant. Ensuite, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Ça rejoint une question qu'on m'avait déjà posée aussi sur la notion d'attachement et de détachement. Ce qui nous fait souffrir, c'est souvent une notion d'attachement. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est vraiment la notion fondamentale qui amène la souffrance, c'est l'attachement. Je suis attaché à tout un tas de choses, que ce soit physique ou mental, et c'est la réalisation du fait que finalement cette chose-là n'est plus, ou a changé de forme, qui finalement me fait souffrir. Je suis attaché à quelqu'un, mais celle-ci décide de partir. Je souffre. Je suis attaché à un objet, il se casse ou je l'ai perdu, je souffre. Je suis attaché à quelque chose en particulier, je le perds, je souffre. Ça ne marche pas, on ne peut pas vivre et baser sa vie sur ce modèle-là. Mais c'est celui qu'on nous enseigne. Alors, bon, manque de bol, il faut remettre des choses en contexte aussi. On a une culture moderne et on va dire occidentale qui est basée sur, un, la possession, déjà, puis deux, le fait d'avoir tout le temps ce qu'on veut. Alors ça ne marche pas non plus tout le temps. L'idée, c'est de se dire, ok, effectivement, est-ce que fondamentalement j'ai besoin de ça? Qu'est-ce qui me relie à ça? Qu'est-ce qui fait que je suis attaché à ça? C'est quoi la notion sous-jacente qui est liée à cet attachement, par exemple? Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que l'attachement est, bon, c'est le cas, hein, mais est-ce que l'attachement est relié à une forme de sécurité et est-ce qu'il ne permettrait pas de tenir à distance une certaine forme d'insécurité aussi? Donc je m'attache à tout un tas de choses, à tout un tas de règles, à tout un tas de croyances ou idéologies qui vont me maintenir dans une espèce de cadre et qui me permettent de me conforter ou de me sécuriser. Mais qui, dans certaines circonstances, on s'aperçoit ça marche pas, et là ça commence à chanceler, et puis éventuellement à s'effondrer. Et là, à ce moment-là, vu qu'on a tout mis dedans pour se sécuriser et pour construire notre socle de quotidien, ben notre socle s'effondre. Ça ne marche pas, c'est pas un modèle qui est viable. Ce qui est intéressant, c'est plus de découvrir sa propre réalité, et puis de se découvrir aussi au sein de celle-ci. C'est-à-dire, je suis en accord avec le bouddhisme, par exemple. Je vais donner un exemple très simple. Quand on connaît ou quand on voit un peu comment je fonctionne au niveau de mes ateliers, je suis toujours un adepte du triptyque qui va être bouddhisme, taoïsme et zen. Donc, pour faire la petite histoire, le bouddhisme, c'est à peu près 2500 ans. Le taoïsme, c'est entre 3 et 5000 ans, dépendamment des versions. Et le zen, c'est la rencontre entre le bouddhisme et le taoïsme, en décalant tranquillement pas vite vers la Chine et le Japon. Ça a construit la philosophie du zen. Ces trois aspects-là ont une culture, sont imprégnés de cultures radicalement différentes. Entre l'hindouisme, entre le taoïsme, c'est le chamanisme traditionnel de Chine. Le zen, c'est avec le shintoïsme, et il y a tout un tas de choses qui viennent de Corée aussi. Donc, ça s'imprègne d'une culture. Dépendamment de notre propre culture, on va se sentir interpellé par certains aspects et repoussé par d'autres. Dépendamment de là où on va se situer aussi dans notre propre cheminement, il y a des choses qu'on va considérer comme évidentes au début, et avec la pratique, on va se dire non, ça fait ou pas de sens de par notre logique, ou pas de sens de par notre expérience.
Et c'est là où ça va devenir intéressant, puisque quand on va plus loin dans l'exploration de la philosophie, ou des philosophies, ou des principes, on va dire, orientaux, c'est pas d'adhérer aveuglément à un principe, ça a toujours été à l'opposé de ça, ça a été de faites votre expérience. Et nourrissez-vous des principes pour alimenter votre réalité, votre histoire personnelle. Si vous vous raccrochez à des choses en pensant que c'est ça que vous devriez avoir ou que vous devriez trouver, c'est le meilleur moyen pour générer une frustration ou une souffrance. Donc c'est pas le but, c'est inutile. Ce qu'on va vouloir, c'est s'inspirer de, se familiariser avec et passer du temps à expérimenter, à explorer, à réfléchir, à analyser sous certaines formes. Ben, c'est les noms modernes pour dire tout simplement méditer. Donc c'est plate, mais c'est pourtant ça. Méditer, ça veut dire se familiariser avec. Et aujourd'hui, méditer, c'est pas juste être assis en lotus pendant 3/4 d'heure sur un coussin, c'est pas le but. Alors, tant mieux si vous y arrivez quand même, parce que c'est quand même un exploit en tant que tel. Mais le but, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de passer ne serait-ce qu'un instant pleinement avec moi-même, face à ce qui est, confronté à ce qui est. Et c'est là où on va pouvoir être réellement en connexion avec ce qui est. Et apprendre, parce que le but, il est là. On va être dans une démarche, non pas d'acquisition de données et d'informations, mais on va être dans une démarche, au contraire, de dépouillement. On va enlever le superflu. Et c'est ça le but d'une bonne démarche, on va dire, spirituelle, c'est-à-dire, est-ce que je peux passer du temps de qualité avec moi-même, par moi-même, pour me débarrasser de tout ce qui ne m'est pas utile et pour me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être libre et de pouvoir m'utiliser le plus sainement possible. Est-ce que je peux le faire ou pas? Si vous pouvez le faire ne serait-ce qu'une seule seconde de temps en temps, c'est gagné. C'est gagné. C'est pas top si vous le faites une fois par semaine. Bon, c'est mieux que rien. On va dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est déjà mieux que rien. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de se dire aussi, ok, qu'est-ce que j'y gagne? Bon, alors là, la question, elle est déjà un peu foirée, parce que moi, je suis toujours un petit peu en train d'observer les petits messages sous-jacents. Il n'y a rien à gagner, en fait. Quand on est dans une expérience telle que celle-là, l'expérience se suffit à elle-même. J'aime prendre l'exemple du rayon de soleil. Vous marchez dans la rue, là, surtout dans ces jours-ci, là où il fait gris, froid à la limite, puis tout d'un coup, vous avez un rayon de soleil qui vous frappe de côté, là, puis ça chauffe instantanément. C'est associé à aucun contexte particulier, vous êtes saisi par l'instant. Et c'est est-ce que vous lui accordez cette présence-là, ou est-ce que vous êtes parti dans vos idées et vous n'avez même pas perçu déjà le coup de soleil en tant que tel, ou est-ce qu'au contraire vous l'avez saisi tout de suite, puis vous avez figé et vous vous accordez la capacité de profiter de ce moment-là. Si vous êtes dans la capacité effectivement de percevoir ces moments-là, c'est exactement ce genre de situation qu'on veut reproduire, je dirais quasiment à l'infini. On veut se permettre d'être. Et être se fait au détriment de la pensée. Je n'ai pas besoin de penser pour être. On va revenir à un texte, à une partie qu'on disait tout à l'heure. On est souvent dans la comparaison, dans le jugement et dans l'analyse ou l'hyper-analyse. Tout notre comportement est basé sur l'idée qu'en fonction de ce qu'on va faire, on va être reconnu pour ces résultats-là. Moi, j'ai envie de prendre le contre-pied de ça et de dire non. Est-ce qu'on pourrait être reconnu pour ce qu'on est à la base, avant même de faire quelque chose? C'est là où ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on pourrait reconnaître nos proches ou des inconnus, peu importe, pour ce qu'ils sont, plus que pour ce qu'ils font? Alors certes, les deux sont reliés, c'est évident, mais très souvent, il y a des gens qui, on le voit d'une manière proche à nous-mêmes, très souvent, il y a des gens qui, le simple fait d'être là, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. On le voit avec certains de nos amis. On aime qu'ils soient là, mais pas qu'ils nous parlent.
Dès qu'il commence à parler, c'est comme hey, tu casses la dynamique, là, c'est pas ça. Sois juste là. En fait, il y a une partie, il y a une présence qui vient nourrir quelque chose en nous et qui fait que c'est juste ça. Il y a besoin de rien faire si ce n'est juste là, etc. Et pour d'autres, c'est ça, c'est leur présence peut être anxiogène, mais leur façon de parler ou leur façon d'être va amener quelque chose. Donc chacun à sa mesure va être capable d'apporter, on va dire, un petit plus qui va venir nourrir. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a réussi à mettre le doigt sur ce que c'est réellement? Est-ce qu'on a été capable de nommer ça ou pas? Et de prendre le temps pour vivre cette expérience. J'essaie de donner toujours des exemples, des variantes qui permettent de revenir dans l'expérience. Mais l'expérience, je ne pourrais pas le dire autrement, de rester là et de rester vraiment connecté à ce qui est en termes de sensations. Ça, c'est vraiment, 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 on va dire, en termes de pratique, qui est très simple. Quand vous ne savez pas, ou quand vous êtes trop dans vos pensées, par exemple, essayez de mettre votre attention sur une sensation. Alors, n'en cherchez pas une précisément, mais utilisez ce que votre corps est en train de vous dire en ce moment. Est-ce que vous avez une sensation, par exemple, qui est plus intense que d'autres? C'est-à-dire qui cherche à se manifester au-delà de toutes les autres. Est-ce que ça va être une tension dans le cou? Est-ce que ça va être la pression des pieds sur le sol? Est-ce que ça va être un point quelque part? Peu importe. Est-ce que ça va être le poids de vos lunettes, si vous avez des lunettes, ou la contraction, on va dire, du gilet sur la peau qui vient vous serrer? Mettez votre attention dessus pendant quelques instants. Faites-le, essayez, juste pour voir. Et l'idée, c'est pas de commenter, l'idée, c'est simplement de mettre l'emphase sur là où les sensations. Et de juste leur laisser de la place pour qu'elles puissent s'exprimer. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce que c'est quelque chose qui est familier? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit en quelque part une forme de curiosité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça vous permet de faire ou d'être? Plein de questions intéressantes. Notre corps nous parle tout le temps, depuis même avant que nous en ayons conscience. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui accorde cette attention-là. C'est qu'on écoute tout ce qu'il a à nous dire. Alors, ça peut être intense parce qu'il se peut que ça fasse des années, voire des décennies que vous n'avez pas écouté. Donc, ça peut être rushant au début. Et très souvent, comme on dit, et comme on dit souvent en accompagnement individuel, je ne veux pas ouvrir cette porte-là. Mais c'est parce que si vous voulez être bien, vous n'avez pas d'autre choix que de l'ouvrir, cette porte-là. Et comprenons-nous bien, cette porte-là, c'est vous-même qui l'avez fermée. Personne ne vous a obligé de la fermer, et peut-être que même il y a eu des circonstances particulières qui ont fait en sorte que vous la fermiez, bon, peu importe là-dessus. Mais l'objectif premier, c'est pas de passer son temps à analyser son passé, quel qu'il soit. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se fait maintenant. Qui êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Qu'est-ce qui cherche à se manifester maintenant? Qu'est-ce qui cherche à se libérer maintenant? L'être humain est une dynamique, est un flot constant, noyé à l'intérieur d'un flot, un continuum de vie. On ne pourrait pas le dire autrement. Aujourd'hui, on le voit. On n'est pas juste un point individuel noyé quelque part dans son petit coin. Non, non. On est connecté à l'ensemble. Et pour faire ça très simple, en fait, en plus, on le voit très bien aujourd'hui, c'est une des rares bonnes choses, entre guillemets, qu'on voit à notre situation actuelle, notamment avec tout ce qui est transmission communautaire. Bon, il fallait que je l'aborde de 2 minutes. On voit comment une personne peut générer une ramification incroyable de contamination possible. Il suffit d'enlever cette personne-là de l'équation et bizarrement, on épargne toutes ces-là. Et bien, dans la vie courante, c'est exactement ce qu'on appelle l'interdépendance ou l'interconnexion des phénomènes. C'est-à-dire, il suffit de dire quelque chose de travers pour que ce soit pris, que ce soit impacté de différentes manières et que ça se répercute sur cette personne, sur d'autres personnes et sur d'autres personnes. Si on faisait cette même dynamique-là, mais pour des choses qui soient utiles, concrètes, agréables, nourrissantes
et qui pourraient nous permettre d'évoluer vers le bon sens. Est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, on préfère encore garder cette dynamique-là pour faire quelque chose, on va dire, qui est encore basé sur l'égoïsme et l'individualisme? Et ça pose problème. Mais ça appartient à chacun. Beaucoup de notions qui pourraient à nouveau être explorées. On va en garder un peu pour la semaine prochaine. Le corps reste important. J'aimerais ça que vous exploriez des choses, des pratiques durant la semaine. Dans la section méditation sur la bibliothèque des savoirs qui est sur mon site, vous avez tout un tas d'expériences pratico-pratiques, c'est-à-dire en mangeant, en vous baladant, en vous douchant, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle. Si vous avez le goût d'en explorer quelques-unes, faites-le parce que c'est juste passionnant. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser d'ici là, en commentaire ici ou directement par Messenger. Et je tenterai d'y répondre la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis une excellente fin de semaine et puis une excellente semaine à vous et portez-vous bien. À bientôt.